Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter ici et maintenant, de s'engager aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis 10 ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Parmi les savoir-faire artisanaux aveyronnais, la céramique n'est pas la première à laquelle on pense. Qui se souvient que Millau était, il y a 2000 ans, le premier site de production de céramique de l'Empire romain. Sa situation stratégique, à la confluence du Tarn et de la Dourbie, lui permettait d'exporter sa production dans tout l'Empire jusqu'au début du IIIe siècle. De cette histoire, il reste des traces archéologiques bien sûr et quelques voix qui s'élèvent entre les vallées et les Causses. Marion Dubourdieu et son époux, Quentin Herman, sont de ces voix-là. Tous deux ont créé Comet, leur marque d'art de la table en céramique en cette année 2023. Elle était professeure d'art plastique, il est ingénieur céramiste, elle est la directrice artistique, il est l'artisan d'art. Avec Comet, ils s'inscrivent dans une histoire ancestrale. Et c'est dans leur atelier Millavois, tout près du four, où cuit encore leur première collection automne-hiver, et dont on entend le cliquetis, que nous avons enregistré ce premier épisode de la saison 4 de Finta. Comet sera présent, tout comme 80 autres exposants, au Salon du Fabriqué en Aveyron, qui se tient à Millau, ces 22, 23 et 24 septembre 2023. Finta, qui vient également de décrocher le label Fabriqué en Aveyron, y sera aussi. J'espère vous y rencontrer. Mais d'ici là, je vous laisse avec ma conversation avec Marion Dubourdieu. Bonne écoute. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Est-ce que tu peux commencer par me dire où est-ce qu'on se trouve ? Alors, on se trouve dans la deuxième partie de l'atelier de Comet, où je travaille les émaux, les couleurs, les idées de collection, tout contre l'atelier de production, où en ce moment même tourne le four, voilà, avec nos émaillés. Donc on est sur les hauteurs de Millau. Oui, aux Aumières. Cette ville, tu y es née, tu y as grandi, tu en es partie, tu es un peu revenue, et on va revenir sur ce qu'elle représente. Moi, ce qu'elle m'évoque, et particulièrement par rapport à la céramique donc, et à ton travail auquel tu viens de faire allusion, donc Millau, on connaît cette ville pour son industrie du cuir, beaucoup, mais moins pour sa céramique. Et pourtant, si on remonte à l'Antiquité, Millau est plus précisément le site de la Grofesenque, qui est à la confluence entre le Tarn et la Dourbie, était le plus grand site de production de céramique de l'Empire romain, donc avec un âge d'or entre le 1er et le 2e siècle. Exactement. Il faut imaginer donc sur ce site de la Grofesenque qu'il y avait, il y a 2000 ans, 600 ateliers de potiers, de céramistes qui fabriquaient une vaisselle en terre rouge sigillée qui était exportée dans tout l'Empire romain. Millau était cette capitale de la céramique antique jusqu'au début du IIIe siècle, quand le gisement d'argile, dans un rayon de 15 km, a commencé à s'épuiser et que d'autres sites de production ont émergé. Et ce sont des fouilles au XIXe puis au XXe siècle qui ont mis au jour les restes de l'agglomération gallo-romaine de Condatomagus. Condatomagus, littéralement, ça veut dire marché du confluent. Et aujourd'hui, on trouve trace de cette longue histoire à Millau, dans son musée. Des salles entières sont dédiées à cette histoire au musée de Millau, et aussi sur le site de la Grofesenque, dont les fouilles archéologiques se visitent chaque année. Ça, c'est pour le petit brief d'histoire. Qu'est-ce que tu en savais de cette histoire, toi, quand tu as grandi ici ? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus mise en valeur à Millau. Et il y a une trentaine d'années, en plus, Millau a connu une grande mise en avant au moment de l'arrivée du viaduc. Voilà, on a beaucoup fait parler de nous par rapport à l'engagement du Sud-Aveyron sur le bien manger, sur la qualité des produits, le gant, justement, parce que la maison Fabre et d'autres grandes maisons qui ont été présentes sur Millau ont travaillé avec la haute couture, avec des grands noms, des grandes célébrités de la musique, du cinéma, mais beaucoup moins sur notre passif, en fait, sur notre histoire locale. Pour autant, je me souviens qu'au primaire, on était quand même allé faire des initiations à la poterie, apprendre un petit peu ce petit bout d'histoire qui nous appartient. Et je pense que malheureusement, il a été délaissé parce que le savoir-faire, en fait, a été délaissé.
On a beaucoup de potiers. On a l'association Teranga sur Millau qui est très active, mais rien qui irradie réellement, en fait, au-delà du bassin Sud-Aveyron. Ça veut dire que tu l'expliques par le fait qu'à partir du moment où le savoir-faire n'est plus vivant, qu'il n'y a plus les hommes et les femmes pour le raconter, c'est une mémoire qui se perd? Complètement. Tout simplement. Complètement. Encore aujourd'hui, en définitive, Millau, si on devait le rattacher à la céramique, ce serait les terres cuites de Rojol, très certainement tenues par Monsieur Rivière sur Créissel, qui serait le plus mis en avant parce que lui-même a fait un gros travail d'image, de mise en valeur de son savoir-faire. Il y a des collaborations avec Philippe Stark, par exemple, ou alors sa présence sur des rénovations très importantes, la maison de Bonaparte, à Boniface, par exemple. Donc, c'est malheureusement les acteurs qui eux-mêmes créent l'histoire du produit. Et ce produit-là, en effet, à partir du IIe siècle, dû à une trop grosse quantité de demandes au sein de l'Empire romain, en fait, a lentement perdu en qualité, donc perdu en renommée et en histoire. Comment tu t'es documentée, toi, sur cette histoire après les prémices du collège et de tes visites scolaires et des ateliers? Qu'est-ce qui a fait que derrière, tu t'y Alors, c'est intéressais? resté très longtemps latent. Je me rends compte que c'est vraiment ma rencontre avec Quentin et le confinement, bizarrement, qui m'ont un petit peu fait renouer avec ce savoir-faire-là, parce que nous étions à la maison. Moi, j'étais professeure d'art plastique à l'époque, donc même travaillant, je travaillais en visio avec mes élèves, je recevais des emails de copies, et un ennui impossible en plus avec cette ambiance un petit peu morose qu'a induite la Covid-19, de créer de mon côté. Le dessin, la peinture, j'avais lâché. Et en fait, je suis retournée à la terre parce que j'avais besoin de toucher, de pratiquer quelque chose. Et lui, étant ingénieur céramique, m'a dit « Mais pourquoi t'achètes pas de la terre ?» Tiens, de la terre, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. J'ai fait un peu de sculpture à la fac, pourquoi pas? Bon, allez, on va sur Internet, on achète tout, rien, n'importe quoi. À l'époque, je savais pas trop les différents matériaux et la façon de les travailler. Et puis l'amusement enfantin, en fait. Vraiment, ce retour au côté jouissif de se dire eh ben, je vais faire. Et s'il sort quelque chose de beau, tant mieux. Si c'est pas le cas, il suffit de taper dessus, de refaire une jolie petite boule, de la ranger, et on y reviendra la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est un retour à l'enfance, au fond, le retour à la terre. Mais qui n'est pas si lié à l'histoire de Millau, alors? À la base, pas. Ok. À la base, pas. Puis, on a déménagé ici, quand on a eu un enfant. Et est venue la question de se dire, bon, on est propriétaire, on a un enfant. Quel pourrait être le domaine d'expertise dans lequel on se rejoint? Et on a de suite pensé à la céramique. Et ayant tous les deux ce plaisir des grandes tablées, de la famille, l'art de la table. Donc, en plus, le bassin miavois avec cette histoire, ce passif de création, d'exportation aussi. En définitive, il faut se rendre compte qu'on a rêvé de la Grande-Bretagne jusqu'en Arabie, les anciens bastions turcs. C'était trop beau, en définitive, de ne pas venir travailler ça et de venir justement chercher un savoir-faire qui était et le nôtre et en même temps celui de notre région pour valoriser l'endroit où on aime vivre, où on a voulu se réinstaller et où on voulait voir notre fils grandir. Ça oblige, un héritage comme celui-là? Je dirais pas que ça oblige, par contre, ça porte. C'est un héritage qui donne vraiment de l'inspiration à se dire « Je veux que mon territoire soit mis en valeur, mais comment garder les racines tout en proposant de la modernité ?» Voilà, ne pas faire ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà proposé, tout en jouant des codes quand même de ce savoir-faire ancestral miavois. Donc là, vous avez créé Comet. Comet, ça s'écrit K-O-M-E-T. M-E-T. Donc une entreprise d'art de la table et d'art de vivre. Vous l'appelez comme ça? C'est ça. Qu'est-ce qui veut dire ce nom, Comet? Alors, pour la petite histoire, mon compagnon et moi aimons beaucoup l'astronomie. Et la comète est l'astre céleste dans lequel, en fait, on peut retrouver pratiquement l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la céramique. Du feu, de l'eau, des roches silicates, portées à certaines températures. Donc, tout naturellement, quand on a cherché un nom d'entreprise, on voulait vraiment
quelque chose de très personnel et en même temps qui porte, qui amène les gens à imaginer, à penser. Voilà, donc pour éviter d'être des énièmes Herman et Dubourdieu & Co, on a choisi le nom de Comet. Et qu'est-ce qu'il y a derrière alors? Qu'est-ce que vous voulez proposer avec Comet? Idéalement, ce serait un retour aux sources pour tout le monde, c'est-à-dire un retour à la famille, aux valeurs du partager ensemble, aux valeurs du fabriquer en France, fabriquer en Aveyron, les valeurs de lui-même, le fabriquer à la main, l'intention que quelqu'un met dans un objet et que l'on réceptionne chez soi. Voilà. C'est quasi l'aspect artistique, en fait, de la matière et du travail de la matière qui nous porte. Là, ce qu'on entend, c'est une démarche à rebours d'une production de masse, mondialisée, et forcément dévalorisée, in fine, puisqu'on s'est habitué à avoir des objets de moindre qualité, à moindre coût, presque jetables. Et là, vous vous inscrivez en faux de tout ça? Eh bien, l'avantage de travailler une matière qui paraît peu noble et qui, après transformation, en fait, vraiment prend forme et presque vie, en définitive, c'est aussi de remettre en perspective ce genre de choses, de se dire, dans ma consommation, si je fais attention à ce qu'il y a dans mon assiette, pourquoi pas faire attention à mon assiette, tout bêtement. De mettre en valeur autre chose sur nos tablets que des mets, des plats, que ce soit aussi des savoir-faire. Et quitte à mettre les pieds dans l'assiette, on se dit que c'est forcément hors de prix, un travail artisanal comme le vôtre. Et en définitive, c'est là où forcément on n'est pas aussi accessible que, ne citons pas de marque, mais des grandes surfaces, des premiers prix, voilà, qui vont proposer une assiette sortie d'usine, 4,50 €. Par contre, dès qu'on se déporte un petit peu sur des enseignes un peu plus grandes, ou alors des maisons, voilà, de vaisselle et des porcelainiers, même en faïence, l'industrialisation n'a pas empêché en fait le coût, parce que c'est la marque qu'on paye. C'est une idée de se dire j'ai tel grand nom sur ma table, donc je vais y mettre le prix. Pourquoi ne pas mettre le même prix? Parce qu'en définitive, avec Comet, on a voulu se positionner justement pas dans le luxe, pas dans le bas de gamme, dans ce juste milieu, de se dire, si on est prêt de mettre le prix pour une réputation d'entreprise, peut-être que le même prix pour une valeur d'objet et d'artisanat, ça paraît logique. À qui est-ce que vous vous adressez là, dans les tout premiers mois de Comet? Qui sont vos premiers clients? On a l'espoir de s'adresser à tous et toutes. C'est-à-dire que nos premiers produits sont à partir de 10 €. Voilà, on veut des tasses à café, quelques petites assiettes, histoire d'égayer ses tables ou quoi que ce soit, on y a accès. Voilà. Alors ensuite, forcément que les grands services à l'ancienne de nos grands-mères à 12 assiettes, avec les 12 verres correspondants, 2 verres différents, un pour l'eau, on va arriver sur des tarifs plus élevés. Mais on a ce bon espoir et cette volonté de se dire que si vraiment les gens sont investis, soit moralement, soit éthiquement, en fait, de leur consommation. Par exemple, faire l'économie de 3 € sur un objet dont on n'a pas nécessité, dont on sait qu'il a été produit dans des conditions assez terribles pour l'humain et parfois même pour la planète. Patienter quelques mois en se disant, pour l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, quoi que ce soit, je vais mettre cet argent-là un petit peu plus sur une belle production qui, elle, respecte l'environnement et le travail humain et le consommateur, ça ne peut que marcher. Puisqu'on y est dans cet atelier et qu'il y fait chaud, est-ce que tu peux me dire, Marion, à quoi il ressemble, si tu penses aux auditeurs qui ne voient pas? Alors, imaginez une grande verrière, pour là où nous sommes en train d'échanger. Le vent secoue les feuilles de mes amis, les arbres, voilà, les rosiers, de mes tomates qui, malgré la canicule, ont bien donné, continuent à nous donner des beaux fruits rouges, de quelques dahlias aussi, qui sont un peu les fleurs phares de l'entreprise. Nous avons d'ailleurs un modèle d'assiette, le dahlia, qui en est grandement inspiré parce que c'était les fleurs que faisait pousser ma grand-mère au rosier quand j'étais petite et que j'allais au jardin très souvent avec eux. Donc voilà, encore une façon d'ancrer nos modèles et notre production à ce que nous sommes et la région. De la luminosité,
un grand bureau rempli d'assiettes pas encore émaillées mais déjà cuites qui s'empilent. Un petit microscope. Oui, qu'est-ce qu'il fait la vie? C'est un cadeau de ma maman. Ma maman était biologiste, elle est partie à la retraite récemment. Et vu que Quentin est donc d'un parcours scientifique, et moi j'ai toujours adoré petite regarder dans ce microscope, on l'a récupéré un petit peu par nostalgie, de se dire pourquoi pas un jour regarder ce que nous on fait au microscope, et sinon en fait l'avoir comme un peu un petit cabinet de curiosité. Voilà. Et de l'autre côté, on peut peut-être, je ne sais pas si les auditeurs pourront entendre le ting de chaque coup de résistance que fait le four, lentement mais sûrement, de 0 degré jusqu'aux 1020 degrés de fin de cuisson qui seront atteints à peu près au bout de 10 à 12 heures de cuisson. Ce qui est en définitive le même temps que sur un four gallo-romain traditionnel. Sauf que nous, on a l'électricité et aux panneaux solaires, là où eux, ils étaient aux résineux et au pain de la région et de nos cosses. Donc là, il est à combien le four actuellement? Alors actuellement, il doit être aux alentours de 530 degrés. D'ailleurs, on est sur un palier important parce qu'aux alentours de 530, même si je ne suis pas la professionnelle et que mon mari l'expliquerait bien mieux que moi, il va y avoir les premières transformations au niveau moléculaire de la Terre. Donc du coup, il y a un temps à les respecter. Ne surtout pas toucher au four pour soi-même, ça brûle. Et ne pas impacter les produits à la cuisson. Et lentement mais sûrement, il va monter comme ça de palier en palier, avec des arrêts à peu près toutes les 2 heures, 2 heures et demie, une petite demi-heure pour laisser reposer la terre, qu'elle prenne le temps de se faire, jusqu'à 1020 degrés. Voilà. Et puis une redescente toute la nuit, au calme, avant demain matin, lentement mais sûrement, après le soleil levant, on se dirigera de nouveau dans l'atelier. On dira, mais qu'est-ce qu'il fait chaud! Et avec une petite boule dans le ventre, comme à chaque fois, on se dira, allez, elle va être belle cette cuisson. Et on ouvrira le four, et c'est un peu la surprise à chaque fois, mais ça fait le plaisir et le mystère aussi de l'artisanat. Naïvement, c'est assez impressionnant parce que c'est un four qui est petit. Il a presque la taille d'un poêle domestique. Oui, il fait 130 litres, si je ne me trompe pas. Ok, donc il n'est pas si impressionnant, même si il envoie et que toute la production en dépend. Est-ce qu'on peut arriver à expliquer simplement la vie d'une assiette? Alors, elle va partir de la terre. Ça paraît bête comme ça, mais c'est important de rappeler que, en définitive, quelle que soit l'argile et la personne qui la travaille, elle vient forcément en fait de la terre elle-même. C'est pas un mélange fabriqué en laboratoire à partir d'un petit... Non, il y a une carrière, il y a une localité. Il y a forcément une localité derrière la terre. Alors, la nôtre, malheureusement, ne peut pas venir du bassin Miavois parce que nous n'avons plus d'exploitation de gisements de terre. Par contre, elle vient d'à côté de Limoges. Voilà. Donc, d'un bassin français. On la commande. Une fois qu'on l'a commandée, elle arrive sous 2 formes. Soit elle arrive sous une forme sèche, une poudre, soit sous forme ce que nous appelons plastique. Imaginez chez vous vos enfants avec votre pâte Fimo, ou alors même de la Plaido, c'est la même texture. Ces 2 terres peuvent être travaillées soit à la main, soit en coulage. Donc on va faire des préparations à base d'eau, les mettre dans un moule. Ce moule va absorber pendant le temps de pause que nous laissons, une quantité d'humidité et laisser un dépôt très léger de terre sur l'extérieur du moule. Au bout du temps de pause référent de chaque pièce, qui varie en fonction des pièces, on va venir déverser chaque résidu et restant de terre dans le bol d'origine et laisser reposer la terre. Là, notre travail s'arrête pour 1 ou 2 heures. On nettoie notre moule, on récupère tout pour le cycle de la grave et la terre prend son temps. Elle se forme, elle se pose, elle se calme. Ensuite, on va venir la déposer sur nos étagères pour un temps de séchage, pour qu'un maximum d'humidité en sorte. On va venir la retravailler le lendemain avec une éponge pour les aspérités, les accroches, ce qui pourrait être gênant au niveau du doigt, des lèvres, voilà, qu'on n'ait pas d'aspérité gênante à l'utilisation, même si nous aimons beaucoup laisser certains petits défauts, parce que c'est aussi ça en fait de l'artisanat, c'est pas avoir des assiettes jumelles,
Elles sont toutes sœurs, elles sortent toutes de l'atelier avec les mêmes gestes, mais elles ont toutes leur propre personnalité. Voilà, en fonction de si elles ont séché très vite, moins vite, est-ce que la terre était granuleuse, légèrement, parfois mousseuse, ça peut arriver si c'est le premier jour de barbotine. Hein. Et cette terre, une fois prête, on a une assiette. Elle est fragile. Il faut la prendre tout en douceur. On la met en cuisson et on effectue donc cette première cuisson qui va donner son nom au biscuit. Le biscuit, après, peut être stocké un temps indéfini. Et on viendra le retravailler en fonction des nécessités, soit des demandes de clients, soit nous, ce qu'il nous reste à effectuer de la production, avec un engobe ou un émail et une deuxième cuisson qui vont lui redonner sa couleur et permettre d'imperméabiliser le produit pour qu'il puisse être effectif à toute consommation. L'avantage de la faïence nous concernant, voilà, parce que nous travaillons essentiellement de la faïence, qui est un type de terre très fine, voilà, c'est que nos produits peuvent être passés au lave-vaisselle, au micro-ondes et supporter une utilisation, y compris professionnelle. Voilà. Ça aussi, c'était un grand désir de notre part, que chaque émaux puisse être dans les normes françaises et non européennes, parce que quand on s'y approche d'un peu plus près, on se rend compte que, comme dirait mon époux, expression de service, ça pinole un petit peu. Il y a quelques aspérités selon les pays. Et faire en sorte en fait que le consommateur ait un produit aussi bien fini que ce que nous aimerions trouver en fait nous-mêmes dans le commerce ou de la part d'autres artisans. Quand tu parles de l'émail et de l'engobe, c'est ça? Alors, ce sont deux produits de finition différents. Okay. L'émail, en fait, a une frite, ce qu'on appelle une frite, qui permet une vitrification. C'est cet aspect très brillant, quasi vert, en fait, qu'on peut obtenir d'une couleur sur un produit en fait, de céramique. L'engobe, quant à lui, va être à la base de terre, essentiellement. Donc, sa finition sera beaucoup plus mate, beaucoup plus granuleuse. On peut toujours venir recouvrir un engobe avec un émail transparent, mais l'engobe en lui-même n'aura jamais cet aspect velouté, brillant qu'on recherche, en fait, souvent dans de l'art de la table. Et à partir de quoi ils sont faits, tous les deux, l'émail et l'engobe? C'est quoi comme matière? Alors, ce sont à peu près exactement les mêmes minéraux. Par contre, voilà, on va avoir la présence de frites, donc il me semble, il faudrait que je vérifie avec mon compagnon, mais des silicates qui vont fusionner, en fait, quand il s'agit de l'émail. Voilà. Donc, la fusion crée la vitrification, qui ne sont pas présents ou en bien moindre quantité sur l'engobe, donc ne vont pas réagir de la même façon à la cuisson. D'accord. Voilà. Et vous jouez sur l'un ou l'autre pour la finition en fait, esthétique. Voilà, nous, c'est l'esthétique qui va prédominer le choix, en fait, de l'émail ou de l'engobe. Et parfois, c'est même le produit, le verre, par exemple, dans lequel tu bois ton café. On a fait beaucoup d'essais dessus parce qu'on voulait impérativement avoir cette forme très moderne. Pourtant, ce petit aspect un peu nostalgique à la Duralex. Désolée, je cite des marques. Mais derrière, on voulait apporter un peps. Et le meilleur moyen sur une forme qui est assez brute, c'est justement d'apporter une luminosité. L'engobe ne va pas avoir cette lumière qu'apporte l'émail par ses reflets et ses effets. Par contre, on parlait justement de la Grofesenque et du passif en céramique du bassin miavois. La sigillée est un engobe. Pourtant, on a cet aspect très lisse, très tanné quasi, comme une peau, voilà, très douce, un peu brillante, mais on n'aura jamais cette prise de lumière là que peut nous apporter l'émail. Donc, en fonction en fait du modèle et de l'idée, ça va vraiment être une confrontation aux produits qu'on va utiliser. On fait plusieurs tests. Et des fois, l'idée n'est pas bonne. On va essayer, on va se dire non, en définitive, ce produit-là, c'est pas ça qu'il lui faut. Et on va chercher à l'habiller pour que, en fait, il puisse donner le meilleur de lui-même. On ne va jamais forcer l'idée chez Comet.
Sur la collection 2024, printemps-été, il a fallu presque 3 mois avant de trouver, pourtant nous n'avons que 5 pièces, pour trouver l'ensemble des cohérences en colorimétrie, l'ensemble des émaux que nous allions utiliser, parce que, encore une fois, ce sont des produits qui vivent réellement. Donc, en fonction du four, des températures extérieures, de la façon dont on va les diluer, la couleur va bouger, elle ne va pas être identique. On ne va pas chez le vendeur, nous concernant, chez notre fournisseur, comme on irait chez Zara en disant « Bon, je voudrais un pantalon bleu marine, s'il vous plaît ». Non, des bleus, il y en a des milliers, des rouges, il y en a des milliers. Et à nous de trouver celui qui va le mieux correspondre à notre base de terre et à notre forme pour lui rendre hommage, en quelque sorte. Sans trop savoir ce qu'il va en sortir après la cuisson, puisque... C'est la surprise des essais. Voilà, des fois. Le temps de cuisson influe sur Alors, la couleur. Pas forcément le temps, mais vraiment les degrés. Le degré, ok. Sur les premières expériences, surtout moi, j'étais pas très habituée aux émaux. J'avais vraiment l'aspect pratique du façonnage, en fait, de matière céramique, mais pas encore l'expérience de l'émail et de l'engobe. Certains engobes ont pris 5 degrés de trop. Ça se voit très vite, ça paraît rien comme ça, mais ça pourrait être comparé à un écosystème. En définitive, 5 degrés de trop, c'est la canicule. Voilà. 5 degrés de trop sur un émail, c'est au lieu d'avoir un beau vieux rose, eh bien, on va avoir un ocre ou un marron. Et ça force à une certaine rigueur aussi. Voilà. C'est-à-dire que l'idée n'est pas maîtresse, c'est vraiment l'objet qui l'est. On ne peut jamais présupposer de quoi ressemblera l'objet final. Je trouve le clin d'œil sympa parce que donc Millau était une grande place de production quasi industrielle pendant l'Antiquité. Là, je vous retrouve dans un atelier de 27 mètres carrés qui est à la fois un garage et une verrière, presque comme on pourrait être chez soi. Enfin, vous êtes chez vous, dans un bout de votre maison. Donc, a priori, vous n'avez pas la vocation à redevenir un centre industriel ici. Ah non. Il n'y a pas vocation à s'inscrire dans cette histoire-là, en tout cas. Alors, on a vocation à croître, forcément, qu'on a envie que ça fonctionne. Mais non, on changerait nos techniques de fabrication pour rien au monde. On a une liberté grâce à ça. Alors, forcément, ça vient avec des inconvénients. On n'a pas les mêmes temps de production. On ne peut pas promettre... un service de 30 assiettes à un restaurateur en une semaine, mais ça en vaut vraiment la peine de se lever le matin et de se dire que ce qu'on va faire est vraiment un acte du corps, au-delà d'un acte, même un acte du cœur, un acte du corps et du cœur, plutôt qu'un automatisme. C'est une joie au quotidien. Voilà. De rester dans l'idée de se dire, je viens de là, et idéalement, je voudrais que mes pieds y restent. Ma tête touche le ciel, mais mes pieds restent ancrés au sol et à la terre. Voilà. C'est tellement présent chez moi et chez nous que la première collection de Comet s'appelle d'ailleurs Racines au rosier. C'est ce qui nous porte en fait. Donc les pieds dans le sol, mais particulièrement dans ce sol, dans ce sud d'Aveyron. Oui, oui. Dans notre Larzac, dans la vallée du Tarn, dans le Rougier aussi, dans tous ces beaux endroits où en définitive... On retrouve un bout de chacun d'entre nous. Ton époux, pour le coup, il est déraciné? Je dirais qu'il est adopté. Mais c'est vrai que, oui, Quentin est belge, mais sa famille est ici depuis plus de 15 ans, maintenant. Et ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur pour le bassin miavois, un coup de cœur pour ses activités, pour la ruralité, je dirais aussi. L'aspect humain qu'on peut avoir dans la ruralité, de connaître son voisin, d'avoir des déplacements plus raisonnés, de pouvoir aller en pleine nature, de vivre connecté au monde. Et justement, tu parlais des dahlias de ta grand-mère au rosier. Est-ce que ça veut dire que tu relis tes souvenirs à tes racines? Est-ce que c'est indissociable? Est-ce que c'est les souvenirs qui d'abord te portent et te nourrissent? Je pense que chaque idée me concernant est forcément rattachée à un souvenir. J'ai toujours eu une démarche artistique, créative, mais pour autant, je n'ai pas le génie. Voilà. Je ne suis pas une grande
maestria de l'imaginaire. J'ai besoin d'être attachée à quelque chose, d'avoir un point d'ancrage et de venir développer autour, en fait, ma créativité. Donc forcément, en fait, que ce soit mon entourage, le vécu de mon entourage aussi, hein, tout bêtement. Je suis à l'image de nos assiettes avant émaillage assez poreuses aux émotions des autres, j'ai beaucoup d'empathie. Et on apprend tellement de l'autre que chaque petit bout d'apprentissage, en fait, est une occasion de création, que ce soit humainement, dans des dialogues, des conversations, ou après, un peu plus loin, une fois qu'on l'a digéré et qu'on l'a pris pour soi, en fait, au niveau créatif pur, que ce soit en peinture, en sculpture, dans les assiettes, dans des verres. On retrouve un peu de soi et on retrouve beaucoup des autres. Ça amène assez naturellement à la dernière question. En quoi est-ce que tu crois ? Grande question. En la famille, ça c'est certain. Voilà. Et quand je dis famille, je pense pas forcément de façon restrictive le lien du sang, la famille qu'on se choisit, les proches, ceux qu'on aime et qui nous le rendent. Et sinon, les valeurs simples, les valeurs de la terre, ça paraît bateau. Je sais que nous sommes une entreprise de céramique et que la réponse pourrait être cousue de fil d'or de répondre la terre, mais nos origines. Je prends un plaisir fou à mettre les mains dans notre argile pour faire des assiettes, autant que mettre les mains dans la terre pour faire mon potager, de retourner avec mon fils dans la vallée, là où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et ça veut dire quoi, les valeurs de la terre ? Les valeurs des choses simples. Être bon avec quelle que soit la forme de vie autour de soi, prendre soin, être empathique, mettre en valeur ce qui doit l'être, prendre de la distance, parfois aussi, sur les choses pour se remettre en question, remettre en question l'autre sans le juger et sans porter atteinte à, de laisser trace sans marquer non plus, sans abîmer, voilà. Juste à poser sa patte et souhaiter à l'autre qu'il fasse de même. C'est marrant, parce que j'ai toujours associé les valeurs de la terre aux valeurs paysannes. Est-ce que c'est les mêmes que les valeurs de la terre du céramiste ? Oui, parce qu'en définitive, le paysan, il a ce même côté surprise. Il n'est pas acteur de la météo. Il n'est pas acteur du nombre de graines ou de plants qu'ils vont prendre dans son sol. Il n'est acteur que de la bonne volonté et l'espoir qu'il met dans son travail. Voilà. Et qu'il soit bien réceptionné aussi par l'autre. Que le maraîcher s'entende dire que ses fruits et ses légumes n'ont jamais été aussi beaux que cette année. Que le producteur de foin, de bétail, soit rémunéré à juste cause de son travail et de la qualité de son œuvre. Je pense que tout est lié et tout fonctionne de la même façon. C'est le regard qu'on porte à l'objet qui compte, au fond. Merci beaucoup, Marion. Mais de rien, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.